Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La DGA a annoncé la finalisation de l'accord Mentor 2 avec l'acquisition de 22 PC-7 MKX d'entraînement et de 12 simulateurs de vol développés par Exai. Ces appareils viendront s'ajouter à la flotte des 17 PC-21 de l'armée de l'air. À quoi vont servir ces PC-7 et pourquoi ne pas avoir repris des PC-21 ? Des débris de fusée de SpaceX retardent l'A380 de Qantas dans l'océan Indien, qui est une zone de retour dans l'atmosphère pour les opérations de SpaceX. Airbus Defence and Space a livré le 10 décembre dernier le premier Airbus A400M à la République du Kazakhstan pour devenir la pierre angulaire des opérations de transport aérien tactique et stratégique du pays. Le 12 décembre dernier, la NASA a réalisé le premier test de fonctionnement maximal du moteur à post-combustion sur son avion de recherche supersonique silencieux, le X-59. Je vous souhaite un excellent épisode. La DGA a annoncé la finalisation de l'accord Mentor 2 avec l'achat de 22 PC-7 MKX d'entraînement et de 12 simulateurs de vol développés par Exai. Conduite par la Direction Générale de l'Armement, la DGA en lien étroit avec l'Armée de l'air et de l'espace ainsi que la Marine Nationale, l'opération Mentor est destinée à rénover la formation effectuée à Cognac et à Salon de Provence des pilotes de chasse et de transport des deux armées. Mentor 2, seconde étape de cette opération de modernisation, verra à terme l'ensemble de la flotte de Grob 120A de Cognac et de Cirrus SR20 de Salon de Provence, remplacé par un unique aéronef, le Pilatus PC-7 MKX. Plus moderne que ses prédécesseurs et équipé d'un turbopropulseur, il se rapproche davantage des performances et de l'instrumentation des avions que les élèves seront appelés à piloter à l'issue de leur formation. L'armée ne sera pas propriétaire directement de ces avions, ils seront loués à la société Babcock International, qui est un acteur majeur de l'ingénierie mondiale, spécialisé dans la gestion d'actifs et d'infrastructures complexes dans des environnements critiques. Pilatus a donc séduit le ministère des Armées français car la France dispose déjà de 17 PC-21 d'entraînement depuis 2019. Et cette année, l'armée a donc confirmé la commande de 22 PC-7 MKX et de 12 simulateurs de vol développés par Exai pour la formation de ses pilotes. La formation des pilotes de l'armée débute par un tronc commun. Selon le programme établi, les stagiaires effectuent une première phase initiale sur Cirrus SR20, la phase 1 à Salon de Provence. Ils entament ensuite à Cognac le tronc commun à tous les pilotes militaires, chasse ou transport sur Grob 120 et la phase 2. Ensuite, en fonction de leurs résultats, de leur motivation et des places disponibles, ils sont orientés vers la chasse ou le transport. Le PC-7 viendra donc remplacer les Grob 120A et Cirrus SR20 dans les phases initiales de formation. À l'issue de cette phase, les stagiaires pilotes de chasse partiront finaliser leur formation sur PC-21. Mais alors, pourquoi ne pas avoir commandé d'autres PC-21 déjà présents dans la flotte d'instruction de l'armée? Le PC-21 et le PC-7 sont deux avions d'entraînement développés par la société suisse Pilatus Aircraft, mais ils présentent plusieurs différences notables tant au niveau des caractéristiques techniques que des capacités. Le PC-7, introduit dans les années 1980, est un avion d'entraînement léger conçu principalement pour l'entraînement de base. Il a été largement utilisé par de nombreuses forces aériennes à travers le monde. Le PC-21, quant à lui, a été introduit en 2009 et est une version plus moderne, conçue pour offrir des capacités d'entraînement plus avancées, proches de celles d'un avion de chasse moderne, car sa motorisation est beaucoup plus puissante que le PC-7. En effet, le PC-7 est équipé d'un moteur turbopropulseur PT6A25C qui fournit environ 700 chevaux de puissance. Il est conçu pour un entraînement de base avec des performances modestes, alors que le PC-21 dispose d'un moteur plus puissant, le Pratt & Whitney Canada PT6A68B, délivrant environ 1600 chevaux. Cela lui permet de simuler plus efficacement des conditions de vol à haute performance proches de celles des avions à réaction moderne grâce à sa puissance et à son système avionique. Mais qui dit plus de puissance dit aussi que le coût à l'achat est plus élevé. Donc en résumé, les phases basiques d'apprentissage de vol seront réalisées sur les 22 PC-7 et les phases d'apprentissage initial et spécifique de pilote de chasse seront réalisées donc sur les PC-21 qui se rapprochent plus d'un avion de chasse. Long de 10,26 mètres et d'une envergure de 10,46 mètres, le PC-7 peut emporter deux personnes, généralement évidemment un pilote stagiaire et un instructeur. Il est donc équipé d'un turbopropulseur PT6A25C qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 300 nœuds, soit 555 km/h, avec une MMO, c'est-à-dire une vitesse maximale
idéal de Mach 0,60. D'une masse maximum au décollage de 2,3 tonnes, cet appareil peut monter jusqu'au niveau 250, 25 000 pieds ou 7620 mètres. Étant donné que c'est un appareil relativement léger et équipé d'un turboprop, il peut décoller en seulement 285 mètres sans obstacle et atterrir en 338 mètres, idéal pour adresser des pistes courtes ou non pavées. Côté cockpit, il est très bien équipé. La disposition du cockpit est similaire à celle des plateformes d'entraînement et de chasse avancées. Cela garantit que l'étudiant peut facilement passer à ces plateformes lorsqu'il entre dans la phase suivante de la formation. La capacité avionique du PC-7 MKX est conçue comme une configuration de base complète avec diverses options complémentaires telles qu'un système de vision synthétique, un système d'avis de trafic, un pilote automatique, une caméra de cockpit et un système de débriefing de mission pour répondre à des besoins de formation spécifiques. Tous ces systèmes préparent les élèves pilotes à une nouvelle génération d'avionique, les exposant au type d'informations et de charges de travail qui sont susceptibles de rencontrer dans leurs futurs avions. Le poste de pilotage est doté d'un grand écran de vol principal et d'écrans multifonctions pour permettre aux étudiants d'être exposés le plus tôt possible à la technologie présente dans les équipements de première ligne aujourd'hui. L'écran de vol principal permet de sélectionner différents modes de vol, tandis que les écrans gauche et droit comportent une carte mobile pour la navigation, un système de gestion de vol et un système d'indication de moteur et d'alerte de l'équipage. Les systèmes peuvent être commandés à l'aide des touches du panneau avant ou de l'écran multifonction gauche à l'aide d'un écran tactile. Le panneau de commande avant comporte également des écrans permettant de sélectionner les fréquences, les codes transpondeurs et d'autres données relatives au vol. Il est à noter que tout comme le PC-21, le PC-7 est un des seuls avions d'entraînement de cette catégorie à être équipé de sièges éjectables Martin Baker. À l'instar du reste de sa flotte, la France continue de rationaliser sa flotte d'appareils en recentrant sur quelques types d'appareils. Le PC-7 remplacera donc 2 types d'appareils et permettra à nos futurs pilotes de se former sur des machines à la pointe de la technologie. Le retour dans l'atmosphère des fusées ont poussé Qantas à retarder ses vols entre l'Australie et l'Afrique du Sud. SpaceX, la société d'Elon Musk, utilise le sud de l'océan Indien comme zone d'amérissage pour le retour d'équipements spatiaux, notamment de fusées et de satellites. Bien que cette région soit en grande partie isolée, Qantas effectue 6 fois par semaine un vol de près de 11 000 km reliant Sydney à Johannesburg. Le trajet est assuré par son Airbus A380. Ben Holland, qui dirige le centre des opérations de la compagnie aérienne, a déclaré au journal The Australian que ces débris pouvaient revenir dans une zone étendue. La décision de retarder certains vols intervient après un avis du gouvernement américain, a-t-il ajouté. Certains des vols concernés peuvent être retardés juste avant le départ avec peu de préavis donné à la compagnie aérienne par SpaceX. Nous sommes en contact avec SpaceX pour voir s'ils peuvent affiner les zones et les fenêtres de temps pour les rentrées de fusées afin de minimiser les perturbations futures pour nos passagers sur la route, a partagé Ben Holland. South African Airways a été confronté à des problèmes similaires sur son Johannesburg-Perth. Qantas n'a pas fourni d'informations sur la durée pendant laquelle le transporteur prévoit que ces perturbations dureront. Nous en avions parlé précédemment, Airbus Defence and Space a livré le 10 décembre dernier le premier Airbus A400M à la République du Kazakhstan pour devenir la pierre angulaire des opérations de transport aérien tactique et stratégique du pays. Je n'ai donc pas résisté à l'envie de vous partager les images. Le premier des 2 Airbus A400M commandés par le Kazakhstan a été remis au client lors d'une cérémonie à Almaty, dans le sud du Kazakhstan, après un vol de convoyage depuis la chaîne d'assemblage finale de l'Airbus A400M d'Airbus à Séville, dans le sud de l'Espagne, quelques jours plus tôt. Avec la livraison de cet avion numéroté MSN 139, Airbus fournira également une gamme complète de services de maintenance et de formation. À ce jour, plus de 130 A400M ont été livrés à 9 pays et ont accumulé 200 000 heures de vol participant à des missions telles que l'évacuation de personnel civil et militaire d'Afghanistan, du Soudan et du Niger. Combinant les capacités d'un avion tactique et stratégique, l'A400M peut transporter des charges lourdes et hors gabarit sur des pistes courtes et non préparées, voler à basse altitude ou larguer 116 parachutistes ou 25 tonnes de fret. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles du X-59. Le 12 décembre dernier, la NASA a réalisé le premier test de fonctionnement maximal du moteur à post-combustion sur son avion de recherche supersonique silencieux, le X-59. Le Lockheed Martin X-59 Quiet Supersonic Transport est un avion supersonique expérimental américain en cours de développement au Skunk Works de Lockheed Martin pour le programme Low Boom Flight Demonstrator de la NASA. Comme vous le savez, les vols supersoniques sont interdits dans la majorité des pays au-dessus des zones habitées. En effet, lorsque l'appareil
y atteint la vitesse du son, un bang supersonique retentit, affolant tout le monde au sol, mais pas que, puisque ce bang peut briser des vitres en verre. L'objectif du projet X-59 est de mettre à l'épreuve les technologies visant à réduire le bruit des vols supersoniques et de collecter les données sur les populations des villes au-dessus duquel l'avion sera passé. Les promoteurs du projet espèrent que lorsque ces résultats seront récoltés, de nouvelles lois concernant l'aviation civile supersonique seront promulguées afin de permettre le développement d'avions civils cargo et passagers supersoniques. Ce programme confirme donc l'intérêt des constructeurs aéronautiques pour les vols supersoniques que l'on croyait disparus avec l'arrêt du Concorde il y a 20 ans. Ce test de post-combustion réalisé au sol et mené dans les installations de Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale en Californie marque donc une étape importante vers le premier vol du X-59. La post-combustion, souvent abrégée en PC et parfois dénommée réchauffe, est un processus utilisé dans les moteurs à réaction, notamment les turboréacteurs, pour augmenter significativement leur poussée de manière temporaire. Le principe est simple, rebrûler du carburant avec les échappements du moteur. Derrière la turbine du moteur, des brûleurs auxiliaires injectent du carburant, généralement du kérosène, dans les gaz d'échappement déjà chauds. Ce carburant supplémentaire entre en combustion avec l'oxygène encore présent dans les gaz d'échappement, créant une nouvelle flamme. Cette combustion secondaire élève considérablement la température et la vitesse des gaz à l'échappement, ce qui, selon le principe de la propulsion à réaction, entraîne une augmentation significative de la poussée. Pour voler en supersonique, les appareils doivent disposer de cette poussée supplémentaire. Concorde d'ailleurs disposer aussi de moteurs avec post-combustion. Mais revenons au X-59, le fonctionnement du moteur, un F414GE100 avec post-combustion permettra donc au X-59 de répondre à ces exigences de vitesse supersonique. Le test a démontré la capacité du moteur à fonctionner dans les limites de température et avec un débit d'air adéquat pour le vol. Il a également démontré la capacité du moteur à fonctionner en synchronisation avec les autres sous-systèmes de l'avion. Nous garderons un œil sur le X-59 jusqu'à son premier vol. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.